2, 1. Here we go! Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue sur ce salon Cyclo Hauts-de-France, le grand rendez-vous régional de la filière eau. Merci d'accueillir l'équipe de Cyclo dans le Nord et merci à vous d'être avec nous ici à Douai. Nous sommes vraiment ravis de vous retrouver après 2 éditions lilloises ces dernières années. Ce rendez-vous sera, comme vous le savez, ponctué de plusieurs conférences que j'aurai le grand plaisir d'animer. Je vais vous en détailler le programme dans quelques instants, mais avant de commencer, je vais donner la parole à Jean-Claude Lasserre, le président de l'association Cyclo, qui organise ce salon, pour un mot d'introduction. Le micro va venir. Merci Pauline. Bonjour à tous. Écoutez, merci beaucoup d'être... on est très contents de venir à Douai pour cette 3e édition dans cette belle région qui est le Hauts-de-France. Comme vous le savez, l'eau est un grand sujet depuis 6-8 mois, entre autres, sur cette région. Mais rassurez-vous, même d'où on vient, c'est un grand sujet également parce que nous avons exactement le même temps. Donc, juste pour vous dire que pendant 2 jours, on va essayer d'aborder je dirais les problèmes de cette filière, les problèmes et les solutions de cette filière. Je voudrais remercier Douai Aglo, l'agence de l'eau Artois Picardie, entre autres, qui nous ont beaucoup aidés à monter ces conférences. Et puis, l'excellent accueil qu'on a eu également à Gaillan Expo. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur de venir dans cette région pour pouvoir parler de tout ça. Je pense que vous allez avoir des sujets très prégnants avec des intervenants de très très bonne qualité. Donc je vous souhaite un très bon salon, de très belles conférences et puis à bientôt. On est ensemble pendant 2 jours. Merci Jean-Claude. En effet, bon salon à tous les exposants et tous les visiteurs. N'hésitez pas à rester un peu avec nous du côté de l'espace conférence. On compte sur vous pour venir écouter les échanges et puis aussi venir les ponctuer de questions parce que chaque conférence est ponctuée de séances de questions-réponses. Donc vous pourrez interagir avec nos intervenants. Le programme, rapidement, le voici. Dans quelques minutes, nous parlerons de la réhute, donc la réutilisation des eaux usées traitées, qui est, comme nous le savons tous, un sujet qui fait beaucoup parler. En fin de matinée, nous évoquerons la thématique de l'eau et l'agriculture et des leviers pour réduire les pollutions agricoles dans la ressource. À 13h, un petit rendez-vous. Il ne s'agit pas d'une conférence, mais on vous donne rendez-vous pour une visite technique qui se déroulera sur le terrain et qui est proposée par Douai Aglo et l'entreprise ART Europe. C'est une visite pour aller découvrir un chantier de rénovation d'un réseau d'eau potable avec une technique innovante. On vous laisse découvrir ça. C'est le moment de vous inscrire. Il reste quelques places et le rendez-vous se situe pour vous inscrire à l'accueil du salon. Cet après-midi, nous parlerons inondation. On sait bien sûr, comme Jean-Claude l'a dit, que la région a été tristement sinistrée il y a quelques mois. Il s'agira de faire un bilan, mais aussi de nous tourner vers des retours d'expérience et des pratiques qui peuvent permettre de réduire ces risques liés aux inondations. Et nous clôturerons la journée avec une traditionnelle séquence institutionnelle avec des élus régionaux pour parler des grands enjeux de l'eau dans les Hauts-de-France. Demain, très rapidement, nous passerons la matinée avec 2 conférences, l'une sur la valorisation énergétique et agricole des boues de stations d'épuration et l'autre sur la disponibilité de la ressource en eau dans un contexte de changement climatique. Vous voyez, on aura l'occasion de balayer des larges sujets. Je vous informe, comme vous le voyez, que cette conférence, comme l'ensemble des autres qui suivent, est filmée et enregistrée. Elle sera visible dans quelques jours sur la chaîne YouTube du Salon Cyclo, ce qui vous permettra de retrouver les interventions, de vous faire pause sur les images qui apparaîtront et de pouvoir rentrer un petit peu plus dans le détail, puisque vous verrez, c'est assez dense et intense. Sans plus tarder, nous allons lancer notre première thématique qui va s'afficher sous vos yeux, la réhute dans les Hauts-de-France, opportunités, bénéfices et enjeux.
Alors bien sûr, on l'a dit, il y a beaucoup d'inquiétudes quant à la disponibilité de la ressource dans les années à venir, ici dans les Hauts-de-France, mais un peu partout. On en parlera lors de la conférence demain. Et dans ce contexte, la réutilisation des eaux usées traitées peut être perçue comme une opportunité intéressante, un levier pour moins faire pression évidemment sur la ressource. Mais évidemment, ce n'est pas un Eldorado, on le verra. Si beaucoup de pays sont bien plus avancés que la France, en la matière, il y a tout de même de nombreuses initiatives qui se développent, malgré, on le verra aussi, quelques freins réglementaires et des réticences de certains consommateurs. Nous allons donc montrer dans cette conférence ce qui est déjà fait dans la région, partager des retours, des conseils, de la méthode qui seront, j'en suis sûre, remplis de beaucoup d'enseignements. Pour cela, je vais appeler nos intervenants. Et nous allons donc accueillir sur scène Guillaume Quinche, ingénieur travaux au service assainissement. Je vous en prie, rejoignez-nous. Au sein de Douaisis Agglo, vous pouvez vous installer comme vous le souhaitez. Elisabeth Barbry, responsable de l'agence de Lille au sein du cabinet Merlin. Merci également. Géraud Gambi, directeur marché municipal France chez Veolia Eau. Bienvenue. Gaëtan Boyer, directeur eau et réseau à la CAL, c'est la communauté d'agglomération Lens-Liévin, mais tout le monde connaît ici, je pense. Sébastien Vanois, directeur technique du syndicat de l'eau du Dunkerquois. Merci à tous d'être présents sur ce salon cyclo. N'oubliez pas, préparez vos questions pour tout à l'heure. Nous allons commencer avec vous, Guillaume Quinche et Elisabeth Barbry. Vous allez faire un peu une présentation commune puisque vous travaillez ensemble. Vous allez, je crois, nous présenter un peu le contexte réglementaire au sens large et puis nous expliquer plus précisément comment vous travaillez sur ce sujet au sein de Douaisis Agglo. Nous dire ce que c'est la REUT aujourd'hui, où on en est. On peut commencer avec vous, Elisabeth Barbry, peut-être déjà, voilà, un micro et la zapette. Le micro, normalement, est allumé. Ce qui fonctionne, cool. Peut-être un petit mot déjà sur le cabinet Merlin, nous dire en 2-3 mots ce que sont vos activités avant de passer à la suite. Oui, du temps que ça s'affiche également. Alors, vous pouvez avancer vous-même avec le petit bouton vert, ça activera les slides. Et s'il y a besoin, derrière, on vous aidera. Voilà. Donc, bonjour à tous. Je suis ravie d'être ici pour vous parler de la REUT. Donc, le groupe Merlin est un bureau d'études qui multicompétences, qui est à même de réaliser des études et des maîtrises d'œuvre dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, et donc est tout à fait indiqué pour vous accompagner sur le sujet de la REUT. Nous avons un stand d'ailleurs derrière vous où je vous inviterai, si vous êtes intéressé, à venir me rejoindre ensuite. Donc pour commencer, je voulais vous apporter une précision donc sur le périmètre d'intervention de cette intervention, pardon. Comme le titre l'indique, nous allons parler des eaux résiduaires urbaines, c'est-à-dire des eaux issues des stations d'épuration gérées par les collectivités territoriales. On ne va pas parler des eaux issues des industries. Le REUT est donc une ressource non conventionnelle, qui est un sujet qui intéresse tout particulièrement les collectivités territoriales, qui sont intéressés par le REUT face au sujet de sécheresse qui arrive sur le territoire. Donc les sécheresses qui, comme les experts nous indiquent, apportent des stress sur la ressource. On a des... Donc les chiffres indiqués par les experts parlent de réduction de 10 à 40% de la ressource sur les décennies à venir. Donc c'est un vrai sujet sur lequel il faut avancer. Donc pour faire face à cette diminution de la ressource, le plan eau annoncé par Emmanuel Macron lance des objectifs très ambitieux sur lesquels on va revenir. C'est donc pour répondre à ces objectifs ambitieux que le cabinet Merlin se propose de nous accompagner sur le sujet de la REUT. Donc à l'international, vous allez nous expliquer que c'est plus développé qu'en France. Je vais respirer, ça va aller. Donc voilà, le REUT à l'international est très diversifié, et plus diversifié qu'en France. Comme on peut le voir sur la diapositive, donc il y a beaucoup d'usages à l'international, l'agricole, l'industriel, l'environnemental. Mais ce qui est à noter, c'est qu'à l'étranger, on peut aller jusqu'à la réutilisation indirecte de l'eau, comme c'est réalisé à Singapour par de l'osmose inverse basse pression, entre autres. Ça peut même aller aussi sur des usages indirects pour protéger la ressource en eau,
comme à Barcelone, où le RIOUT est réinjecté dans la nappe afin de protéger la ressource en eau du biseau salin qui remonte vers la ressource. Hop, je vais changer de main, ça va aller plus vite. Tac. En France, la pratique est bien plus restreinte. C'est ça ? Oui, voilà. Donc en France, on a une pratique beaucoup plus réduite. En fait, la France est beaucoup moins en avance que ses voisins latins, puisqu'en Espagne, en Italie, on a des taux de RIOUT de l'ordre de 8 à 14%, alors qu'en France, on arrive à un pourcentage plutôt un petit pourcentage, on est plutôt à 0,8% d'effluents traités sur les stations urbaines résiduelles, avec une centaine environ de sites en service. Donc on voit qu'on a un retard significatif par rapport à nos voisins. Alors pourquoi ce retard ? Deux grandes explications. D'abord, effectivement, en Italie, en Espagne, le stress hydrique est peut-être plus marqué que nous, ce qui explique qu'on est peut-être un peu moins en avance que là-dessus. Le deuxième point important, c'est la particularité réglementaire de la France. Voilà, il y a un lien très fort entre les usages et la réglementation française qui fait que voilà, on n'est pas aussi avancé que nos voisins là-dessus. Alors, il y a quand même une évolution vers une diversification justement des usages en France. En 2022, le Haut Conseil de la santé publique listait justement les pilotes expérimentaux qui avaient pu être mis en place en France. Donc, ça va du lavage de véhicules communaux, des bateaux, des nettoyages de voiries, hydrocurage, mais également la réutilisation indirecte pour protéger la ressource ou alimenter la ressource en eau potable, comme un projet qui a été réalisé en Vendée, notamment avec Veolia, justement, pour réalimenter en sortie de station un barrage qui après est utilisé pour la ressource en eau. Il y a également des exemples de pilotes sur la défense incendie et le milieu industriel. Donc, depuis mars 2022, donc, il y a une ouverture en faveur de la diversification des usages, notamment grâce à la mise en place de deux nouveaux décrets qui rebondissent finalement sur la révision de la directive européenne des eaux résiduelles, qui met en avant le RIOUT pour l'économie circulaire, et également sur le plan eau national, donc, qui a été présenté par Emmanuel Macron en mars 2023, qui fixe des objectifs ambitieux pour le RIOUT, puisque l'objectif à horizon 2030 est d'arriver à 10% de RIOUT en France et de mettre en place à l'horizon 2027 environ 1000 projets de RIOUT. Et on le verra tout à l'heure, très ambitieux. C'est quand même très ambitieux parce qu'on voit on part de loin quand même avec moins d'1% aujourd'hui. Alors, un point important sur lequel on nous a demandé d'insister, et je crois qui vous intéresse, c'est justement la réglementation. Donc, voici maintenant une représentation de l'évolution de la réglementation en France et en Europe. Donc, on retrouve sur le haut de cette représentation tout ce qui concerne la réglementation pour l'irrigation et l'arrosage des espaces verts. Donc, l'irrigation des cultures et l'arrosage des espaces verts. En dessous, on retrouve les réglementations issues des autres usages. Alors, s'il faut que vous reteniez une chose de cette slide, de cette présentation, c'est bien qu'il y a deux réglementations. Une réglementation vraiment spécifique pour l'irrigation des cultures et des espaces verts et une réglementation spécifique pour les autres usages. D'ailleurs, il y a un bug sur la diapo, il y a la moitié des choses qui apparaissent. Bon, ça arrive. On peut regarder la suivante, voir. Ouais. Bon, après, je vais vous le faire à l'oral, c'est pas grave, comme ça vous serez obligé de m'écouter, comme ça c'est pas plus mal. Hein. Voilà, donc j'allais vous dire qu'il y a trois arrêtés qui sont marqués en rouge sur la diapo, mais vous n'en voyez qu'un. Donc il y a l'arrêté du 2 août 2010, donc lui il reste toujours d'actualité, mais plus récemment, donc le 29 août 2023, un nouvel arrêté, donc dans la partie basse, autre usage, c'est en bas, c'est un arrêté français, est sorti. Et donc cet arrêté a le mérite de clarifier les champs d'application des usages possibles, d'une part, et d'autre part, de simplifier également la procédure d'autorisation à mettre en place pour faire du RIOUT. Donc, en quoi il simplifie
l'autorisation, notamment par rapport à ce qui se passait pour l'arrêté du 10 mars 2022, qui n'apparaît pas non plus, dommage. Donc, avant cet arrêté du 29 août 2023, c'était un arrêté de mars 2022 qui gérait les autres usages. Il était très contraignant. Il avait pas mal de verrous qui fait que beaucoup de porteurs de projets s'arrêtaient face à cet obstacle quand même significatif. Alors, quels sont les verrous ou les simplifications qu'a apporté la nouvelle réglementation ? Première facilitation, on a supprimé la limitation des projets à 5 ans. Donc, avant, il fallait que les projets étaient limités à une durée d'expérimentation de 5 ans maximum, ce qui limitait forcément le retour sur investissement et voilà, ça a limité le retour sur investissement, simplement. Autre verrou qui a été levé, c'est le verrou géographique. Avant, on ne pouvait pas traiter sur un département et utiliser les autres traités sur nos départements. Ça a été supprimé, par exemple. Quoi d'autre qui est simplifié ? La suppression sur les conditions de qualité de boue. Bon, je ne rentre pas trop dans le détail, mais si vous avez besoin de plus de détails, vous savez où me retrouver. Et les détails sont apparus comme par magie sur la slide. C'est vrai ? Voilà, regardez. Oh ! C'est la magie de la régie. Merci la régie. Donc voilà, donc suppression des conditions sur la qualité des boues, simplification aussi de l'instruction des dossiers réglementaires, puisqu'aujourd'hui, donc ce qui est demandé, c'est d'avoir un avis simple et non plus une conformité des autorités de santé. Il y a également une simplification du suivi. Ça, vous m'entendez toujours ? Ici, normalement, on vous entend bien. C'est cool. L'appel pour les ateliers par ailleurs. Mais tout le monde reste avec nous, hein, bien sûr. Vous avez le droit de partir. Donc, il y a une simplification du suivi des installations. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et il y a également une possibilité d'augmentation des volumes réutilisables parce que les plus petites stations peuvent également mettre en place du reuse. Voilà, tout ça, ça a été également complété, comme on le voit sur le slide maintenant que c'est apparu. Donc là, on revient sur la partie irrigation, arrosage des cultures et espaces verts. Donc, on a deux arrêtés qui sont sortis en fin d'année 2023, le 14 décembre et le 18 décembre 2023, donc relative à la réutilisation des eaux pour l'irrigation des cultures et espaces verts. Okay. Là encore, donc, il y a on va dire une simplification de la démarche, puisqu'aujourd'hui, ce qui est demandé par les autorités, c'est d'avoir une démarche d'évaluation des risques et de la gestion des risques, de façon à bien vérifier que tout est mis en place pour ne pas avoir d'impact à la fois sur la santé humaine, sur l'écosystème, les écosystèmes naturels. Donc, dans ces arrêtés, il y a également les éléments sur les exigences de qualité qui sont précisés. On va projeter des diapos là-dessus. Également, tout ce qui est surveillance à mettre en place, qui sont détaillés. On reviendra bien sûr sur ces points de qualité. Tout à fait. Hop, hop. Alors, que nous demande la réglementation concrètement pour toujours les usages d'irrigation et d'arrosage d'espaces verts ? Donc, la réglementation nous impose une autorisation préfectorale, donc instruite par les services qui sont indiqués. La demande peut être déposée soit par le producteur, soit par l'utilisateur. Bien sûr, tout le contenu du dossier est listé dans la réglementation. Des prescriptions techniques et sanitaires sont imposées, donc sur la qualité de l'eau à atteindre en fonction du type de culture, selon le type d'irrigation. On a mis une petite diapo dessus, mais on ne veut pas non plus rentrer trop dans le détail. Comme je disais tout à l'heure, il y a tout le programme du suivi de la qualité des eaux, de la qualité des sols. Voilà, donc il y a des contraintes qui sont listées ici, je ne vais peut-être pas les détailler à la Prévert, qui sont définies dans ces arrêtés. Donc il y a également une réglementation européenne qui couvre tout ça. Si vous aviez l'œil attentif dans la diapo précédente, on avait fait un petit rappel sur le côté, je peux revenir un peu en arrière d'ailleurs, ou pas, bon c'est pas grave. On avait remis l'ordre de prévalence entre une directive, un arrêté et un décret. Donc voilà, la directive est au-dessus
Donc, les qualités à atteindre européennes étaient plus exigeantes que la réglementation française. Aujourd'hui, ça a été mis en cohérence. Voilà, justement, je vous parlais d'un tableau de classe de qualité des eaux à respecter. Donc là, on est toujours dans les usages d'irrigation et d'arrosage d'espaces verts. Donc voilà, on voit que, donc il faut savoir que la classe A est la classe de qualité la plus élevée. C'est celle qu'on préconise notamment dès qu'il y a un espace ouvert au public. On préconise de se mettre directement en qualité A. Ensuite, voilà, vous voyez, selon les types de cultures, selon la méthode d'irrigation, on se place dans une qualité ou une autre. Et on pourra, chacun, comme je le disais, pourra faire pause en revisionnant ces vidéos sur YouTube, parce qu'effectivement, on n'a pas forcément le temps de s'attarder sur chacune, malheureusement. Ouais, c'est vrai que c'est dense, mais ça fait un bon support, je pense. Hop, je tourne mes pages. Ça vous laisse le temps de lire comme ça. Alors après, effectivement, on ne peut pas rentrer dans le détail de chacune. Et il faudra nous parler aussi de l'exemple de Douaisis-Aglo, mais je vous laisse poursuivre. Oui, je prends un peu de temps, j'avance. Donc, ce qui ressort de ce tableau, en bref, c'est que l'objectif à atteindre, en particulier pour le reuse, c'est vraiment de traiter les paramètres microbiologiques. Parce que les qualités physico-chimiques, pas mal de stations atteignent déjà cette qualité physico-chimique. Et donc, le challenge de reuse est donc de passer une étape, notamment par rapport aux paramètres microbiologiques qui sont le témoin d'une éventuelle contamination fécale. Hop, donc j'avance. Yes, ça marche. Ça, c'est le détail des décrets que vous évoquiez tout à l'heure. Oui, alors en bref, un complément sur les autres usages. Donc, parce que tout à l'heure, là, on a parlé de l'irrigation. Okay, là, on revient sur donc, les autres usages, qui était la partie basse du slide sur la réglementation. Donc, le décret du 29 août clarifie les usages possibles et il simplifie les autorisations. Il précise aussi, en fait, ce qui est interdit. C'est ce qui est sur la partie gauche du slide. Donc, qu'est-ce qui est interdit dans la réutilisation des eaux usées traitées et également des eaux de pluie. Donc, on interdit notamment tout ce qui est dans les habitations, dans les centres de santé. Je vous synthétise. Tout ce qui est crèche et école. Et également les usages relatifs à l'alimentaire. À l'hygiène du corps ou tout ce qui est piscine ou fontaine à eau qui est exposé au public. Alors, on a parlé du quoi, maintenant le comment. Le comment fait-on pour mettre en œuvre du reuse en très bref. Donc voilà, la filière mise en œuvre couramment. Donc 2 étapes. Une première étape qui est à gauche, qui est la filtration, qui permet d'abattre en fait les matières à suspension. Une première étape qui améliore du coup l'efficacité de la désinfection. Et deuxième étape, la désinfection, qui la plupart du temps peut être, on vise plutôt le rayonnement UV, qui est donc moins onéreux que les autres étapes quand c'est possible. Alors, je crois qu'on a un petit peu vu cet aspect tout à l'heure. Ok, donc on va passer pour qu'on puisse pour avancer, ça marche. Parler de Douaisis-Aglo un petit peu. Je vous ai quand même mis quelques photos pour que vous voyez un peu à quoi ressemblent les différentes choses. Donc la filtration granulaire, filtrant pour la première étape. Là, c'est la deuxième étape de désinfection. Donc voilà, on va parler du Douaisis-Aglo. Donc en introduction, justement, avant de mettre en place un reuse, il faut se poser la question de l'opportunité de ce reuse. Donc pour ça, ce qu'on réalise actuellement avec la Douaisis-Aglo, c'est une étude d'opportunité et de faisabilité. Donc en quoi consiste cette étude d'opportunité et de faisabilité? D'abord, on identifie les territoires qui ont besoin d'une ressource, savoir est-ce qu'il y a un stress sur la ressource, est-ce qu'il y a des arrêtés de restriction. On identifie bien sûr quelles sont les opportunités, c'est-à-dire les besoins, quels sont les usagers qui seront en place, est-ce qu'il y a un golfe qui est preneur d'eau pour irriguer, est-ce qu'il y a des usages industriels par exemple qui sont intéressés, est-ce que les hydrocureurs, les nettoyages de voiries sont dans la cible. Et en face de ça, forcément, on regarde aussi la ressource qui est disponible, c'est-à-dire qu'on regarde le côté station d'épuration, quelle est la qualité, quelle est la quantité d'eau qui sont disponibles,
de façon à mettre, pour faire court, tout ça en adéquation et de voir si le jeu en vaut la chandelle en quelque sorte. Et on verra aussi avec Monsieur Gambi toutes ces questions de méthode avant les projets et d'études de faisabilité. Tout à fait. Donc je passe la parole du coup à Monsieur Crinch. Au sein de Doesiaglo, donc on a fait appel donc au cabinet Merlin pour lancer donc une étude d'opportunité et de faisabilité. Alors on en est au tout début de l'étude, c'est-à-dire qu'on vient d'exécuter, on va dire, la phase préparatoire qui est en fait une collecte de données pour permettre au cabinet Merlin d'effectuer l'étude. L'étude démarre là dès la semaine prochaine et elle devrait se conclure pour la fin de l'année. Donc l'assainissement au sein de Doesiaglo, nous on couvre 26 communes pour 6 stations d'épuration et une lagune. Et sur ces 7 unités épuratoires, on en a identifié 4 qui pourraient avoir un potentiel de réhute. La station d'épuration de Douai, qui est de loin la plus grande, celle de Saint-Lenoble, Arleux et Guelzin, qui présente la particularité d'être située à proximité d'un golfe de pépinière et stade, qui serait potentiellement intéressé pour ces eaux usées traitées lors de stress hydrique. Donc on en est vraiment au tout début de l'étude et c'est quelque chose pour nous, grosso modo c'est une découverte, c'est-à-dire que ce sera vraiment à partir de cette première étude que l'on aura déjà une vision sur la pertinence ou pas de proposer de la réhute au sein du territoire. L'année dernière, on a eu un stress hydrique qui a permis une prise de conscience que même ici dans les Hauts-de-France, on pouvait se retrouver en période de stress. Mais comme on peut voir, là, cette année, on a quand même un joli retour à la moyenne. Donc même s'il y a une tendance de fond qui est plutôt défavorable vis-à-vis de la ressource en eau, on a tout de même le temps de planifier soigneusement et d'étudier correctement les risques et opportunités au sein du territoire pour pouvoir proposer une offre cohérente. Donc prenons le temps de bien identifier, comme l'a précisé Madame Barbry, bien identifier d'abord les possibilités, donc les différents clients, les différents acteurs du territoire qui seraient demandeurs. Et ensuite, étudions au sein des différentes stations les moyens à mettre en œuvre au sein des différentes stations pour obtenir la qualité d'eau requise. À partir de là, en fonction des volumes disponibles, des volumes demandés, des volumes de production et du coût que ça représente, on va pouvoir de ce fait-là définir un prix pour ces eaux usées traitées et voir si c'est pertinent par rapport à la demande. Parce qu'on a tout de même ici une particularité au sein du territoire que n'ont pas d'autres territoires, notamment ceux situés en bord de mer, c'est qu'on a un soutien à l'étiage. C'est-à-dire que pour certaines de nos stations d'épuration, notamment Arleux et Guelzin, qui se rejettent dans des cours d'eau qui ont un faible débit, eh bien, en période estivale, en période d'étiage, on doit un minimum de débit de la station d'épuration pour soutenir l'étiage de ce cours d'eau. Et évidemment, c'est au pire moment, au moment où on aurait le plus besoin d'eau usée traitée, que l'on a cette contrainte d'étiage, donc qui amène une contrainte supplémentaire à cette réutilisation d'eau usée traitée. Donc maintenant qu'on en est au stade étude, prenons le temps de bien identifier toutes ces contraintes pour avoir déjà une photo à l'heure actuelle de ce qu'on est en capacité de proposer, de voir la pertinence, sachant que si par malchance les investissements seraient trop élevés par rapport à la quantité d'eau qui serait demandée par ailleurs, on a tout de même des opportunités à venir, notamment dans le traitement des micropolluants. Ce traitement des micropolluants qui va devenir obligatoire dans les années à venir, pour l'instant, qui ne le sont pas encore mais qui vont arriver, le traitement de ces micropolluants vont amener des traitements supplémentaires au sein de la station d'épuration.
Vu que ce sont un traitement obligatoire, ces coûts supplémentaires d'épuration vont être imputés à la taxe d'assainissement et vont renchérir le prix d'eau potable. Mais ça permettra de faire tout ou partie du chemin pour atteindre la qualité requise pour les eaux usées traitées. Auquel cas, cela diminuerait d'autant le coût de production de ces eaux usées traitées et rendrait de ce fait-là ces eaux usées traitées d'autant plus compétitives et intéressantes. Donc, même si la photo actuelle n'est peut-être pas encore ne permet pas encore un potentiel significatif au niveau de cette réutilisation d'eau usée traitée, il n'empêche qu'on a des évolutions réglementaires à venir qui nous permettront probablement de proposer des eaux usées traitées à des prix plus compétitifs. Et nous, au sein de l'Agglo, justement, on a notre station d'épuration de Douai la plus conséquente qui arrive en fin de vie, et on est sur le point de démarrer justement les réflexions, les préétudes en vue de son remplacement. Eh bien, l'intégration de ces micropolluants va évidemment rentrer en ligne de compte, mais avec les données que viendra de l'étude de faisabilité d'opportunité pour la réhute, l'utilisation de la réhute fera partie effectivement de la réflexion en vue de la rénovation de cette station. Ça fait partie maintenant des projets d'avenir que l'on intègre un peu automatiquement. Juste quel est rapidement le calendrier un petit peu de cette étude? Ça prend combien de temps de faire une bonne étude de faisabilité sans se précipiter pour prendre tous les paramètres? 6 mois. On a décomposé l'étude en trois phases et grosso modo, il y a 6 mois de temps donc, pour arriver donc, du point zéro, hein, c'est-à-dire que là, on recueille on a toutes les données, on les turbine et on lance l'étude. Et à la fin, la finalité, c'est d'avoir les clients potentiels avec les volumes prévisionnels et en face, pour chacune des stations, un estimatif du coût des traitements à mettre en place et du coût d'exploitation qui en revient pour pouvoir définir un prix pour cette eau usée. Et un bilan qui vous permettra de savoir si on engage l'argent public dans un projet. Exactement. Merci beaucoup à tous les deux. On voit que les choses bougent du côté de Douai, même si on en est aux prémices. Géraud Gambi, vous travaillez sur ce sujet chez Veolia, on l'a dit. Même s'il y a eu là le contexte réglementaire qui a été posé, de manière générale, vous allez nous parler de plusieurs retours d'expérience avec des projets que vous avez déjà suivis, qui ont un peu de bouteille, si je puis dire. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Alors, Veolia a effectivement pas mal d'expérience depuis plusieurs dizaines d'années en fait sur ce sujet. Donc, pour réussir un projet REUT, il faut pas mal de composantes. On a parlé des études à l'instant, mais il faut aussi être accompagné. Douai en parle bien aussi. On a évidemment une filiale construction, une filiale exploitation, une filiale équipement. Donc, on dispose de toute la galaxie des savoir-faire qu'il faut pour réussir un projet REUT, mais je ne suis pas là pour ça. Juste pour vous montrer quelques références. On a plus de 400 références dans le monde entier, des exemples emblématiques comme effectivement en Namibie, à Singapour, où on fait de l'eau potable avec plusieurs millions de mètres cubes par jour. Et puis là, je vous ai cité quelques références en France qui nous concernent de façon plus intéressante, et dans les Hauts-de-France en particulier, avec, on a parlé tout à l'heure des différents usages. Donc on a tous les types d'usages, y compris en France. Alors, on a quelques usages classiques agricoles, que ce soit par irrigation, par inspiration classique, les céréales dans le sud-ouest, ou le goutte à goutte avec des vignes du côté de Narbonne, avec un projet de 60 hectares, enfin pas un projet d'ailleurs, actuellement quelque chose qui tourne, tout ce qui tourne autour des espaces verts, de l'irrigation, de la défense incendie, de tout ce qui est loisirs, de tout ce qui est industriel, tout ce qui est communal avec, par exemple, Dinard, avec l'arrosage des espaces verts de la commune, tout ce qui est récréatif. Il y a l'exemple de Disney qui utilise de l'eau pour... alors, c'est pas pour ce qui est en contact avec le public, hein, je vous rassure tout de suite, c'est tout ce qui est technique. Voilà, donc plus de 30 références aujourd'hui en France, depuis une vingtaine d'années maintenant. Et ce qui fait que, par rapport à votre demande, qui était de dire qu'est-ce qu'on pouvait en tirer concrètement, voici un petit peu ce que je peux vous dire sur ce sujet. Quel partage d'expérience, en fait? Alors, j'ai regroupé ça sous forme de 4 ou 5 questions, et surtout, quelles sont les solutions pour y revenir, pour réussir plutôt un projet. Donc, la première, on en a parlé, Douai en a parlé, M. Keuch en a parlé, c'est qu'il fallait évidemment
que la RIOUT n'empiète pas sur le débit d'étiage des rivières. Donc ça, c'est évidemment le préambule, enfin le préalable absolu que regarde évidemment très précisément l'administration sur ce sujet. Et c'est bien normal, hein, puisque évidemment, il faut quand même préserver la biodiversité des milieux aquatiques qui situent des stations d'épuration. Et on s'aperçoit que beaucoup de stations d'épuration en France alimentent le débit complet des rivières. Donc évidemment, on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc évidemment, le côté plus favorable de la RIOUT en France, c'est tout ce qui tourne autour du littoral. Donc évidemment, le littoral est favorisé, ou des grandes rivières pour lesquelles le débit d'étiage ne pose pas un problème. Donc ça, c'est vraiment première contrainte préalable sur laquelle on ne pourra pas passer outre. La deuxième contrainte, c'est qu'évidemment, enfin c'est pas une contrainte d'ailleurs, mais c'est quelque chose qui de toute façon vous est demandé, et c'est aussi, là aussi tout à fait logique, c'est qu'il faut le placer dans une démarche de RC classique en environnement, c'est qu'il faut d'abord tout faire pour économiser et réduire, et seulement après compenser. Donc c'est évidemment la sobriété avant tout. D'ailleurs, les agences de l'eau sont très vigilantes sur ce sujet, et c'est normal. C'est-à-dire que les projets sont subventionnés ou aidés que dans la mesure où on a déjà tout fait pour réduire les pertes d'eau, les gaspillages d'eau, voire les consommations d'eau à l'échelle d'un territoire. Donc c'est vraiment un préalable également. C'est-à-dire que s'il n'y a pas cette démarche-là, de toute façon, le RIOUT ne pourra pas marcher. C'est un peu ce que reprochent les détracteurs. Ils disent que c'est un peu un écran de fumée pour nous détourner de la sobriété. Exactement. Ce n'est pas un permis de gaspiller. La RIOUT, c'est pas, voilà, on a trouvé la solution à tout, et donc maintenant vous pouvez continuer à consommer n'importe comment, à n'importe quel moment. Tout le monde a l'image de l'arrosage des maïs en plein été, en plein soleil. Donc évidemment, ça, ce n'est pas possible, et ça s'inscrit dans une démarche globale d'économie, de réduction et de compensation. Le troisième sujet, j'entendais M. Cauche qui en parlait au niveau du prix, c'est que le prix ne doit pas être une motivation. On ne fait pas de RIOUT pour des questions de prix, pour économiser de l'argent. Ce n'est pas possible, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que non pas que le RIOUT coûte forcément plus cher que l'eau potable, ça arrive, mais que de toute façon, notamment pour des usages type agricole, on ne sera jamais plus compétitif que de pomper la rivière, pour lequel il y a juste une taxe qui est quand même assez faible. Donc le RIOUT ne doit pas avoir une motivation de prix, mais ça doit être une motivation de résilience. Et très clairement, les exemples qu'on a à l'étranger, mais même en France, dans le sud de la France, en ce moment on parle beaucoup de Perpignan et des Pyrénées-Orientales, eh bien évidemment, quand on fait du RIOUT, ce n'est pas parce qu'on veut de l'eau moins chère, c'est parce qu'on a tout simplement besoin d'eau, voilà, pour notre activité économique, touristique, voire d'autres activités. Donc, il ne faut pas regarder le RIOUT en comparaison du prix de l'eau potable. C'est toujours par rapport en comparaison du fait de ne pas avoir d'eau, tout simplement. Et donc, évidemment, là, ça amène à réfléchir autrement sur le fait de dire, si je n'ai pas d'eau de RIOUT, qu'est-ce que je peux faire au niveau industriel, au niveau économique, en termes d'attractivité touristique ou même de loisirs, eh bien, comment je peux m'en sortir. Et donc, les pays le plus avancé sur ce sujet, c'est Israël. C'est-à-dire que s'ils n'ont pas d'eau, ils n'ont aucune activité possible, agricole évidemment, mais même industrielle. L'Espagne également. Donc c'est pour ça que c'est ce qui a amené l'Espagne au niveau gouvernemental. C'est même le gouvernement qui a pris en charge les installations, le CAPEX, les investissements, parce que c'était vital pour tout simplement subvenir à la résilience de l'activité économique ou touristique. Donc ça, c'est très important. Si cette motivation-là, ça va être compliqué d'aller un peu plus loin. Quatrième partage d'expérience, c'est que ça doit s'inscrire dans la durée. Alors là, l'avantage, c'est qu'il pleut énormément, donc plus personne ne nous en parle. Mais dès qu'il va recommencer à faire chaud et qu'il va y avoir un peu de sécheresse, que les sols vont commencer à craqueler, là, c'est la panique générale, crise, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. On s'aperçoit que les projets sont des projets les études 6 mois, 1 an. Nous, on peut vous dire qu'un projet de RIOUT, c'est plutôt 3 à 5 ans en réalité. Et donc, il ne faut jamais le faire par rapport à une réponse à une crise. D'abord parce que le temps de réponse n'est pas du tout adapté au temps de crise. Et en plus parce que c'est vraiment un cas d'une réponse à une prospection, à une réflexion globale, stratégique sur l'échelle d'un territoire. Donc, il ne faut pas le faire pour des questions d'opportunité, notamment météorologiques. Donc, c'est vraiment s'inscrire dans la durée. À partir de là, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que là, on a dit ce qu'il ne fallait pas faire. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire?
à notre sens, après pas mal d'années d'expérience sur ce sujet, de dossiers qui ont réussi, mais aussi beaucoup qui n'ont pas abouti, il faut aussi clairement le dire, hein, c'est pas simple, eh bien, quels sont un petit peu les éléments pour réussir un projet? Alors déjà, vraiment premièrement, et là-dessus on est au cyclo de Douai, c'est avec les collectivités qui sont présentes également avec nous sur l'estrade, c'est que c'est très important, c'est même primordial d'ailleurs, que la collectivité prenne en charge le dossier. C'est-à-dire que ça ne peut pas être un acteur seul, hein, que ce soit un acteur économique, agricole, industriel ou même un exploitant, ça ne marche pas s'il le fait seul. C'est bien la collectivité, en termes de stratégie de territoire, qui doit prendre en main le sujet, et qui en plus a la légitimité, a la durée, est relativement neutre aussi par rapport aux différentes activités économiques, et qui va pouvoir justement aussi supporter le risque d'un projet de ce type. Deuxième chose, c'est qu'évidemment, il faut que cette collectivité définisse une stratégie de territoire. Comme je vous le disais, comme ce n'est pas pour une question de prix, ce n'est pas pour une question d'opportunité météorologique, il s'agit de s'inscrire dans la durée et dans une stratégie du territoire. Hein, typiquement, c'est ce qu'a fait l'Italie, c'est ce qu'a fait l'Espagne, c'est ce qu'a fait Israël. C'est qu'est-ce que je veux au final, quelles sont mes activités stratégiques, c'est qu'on a besoin d'eau en termes industriels, en termes agriculture, en termes de touristique, tertiaire éventuellement, et quelle est la stratégie que je veux faire pour avoir, ça s'inscrit, disons, dans la résilience du territoire, et typiquement, ça va s'inscrire d'ailleurs dans le plan national d'adaptation au changement climatique qui va être demandé aux collectivités d'intégrer cette dimension. Le troisième sujet, c'est qu'il faut, le reuse, on peut le faire à l'échelle locale. Nous, on a aujourd'hui plus de 10 millions de mètres cubes qui sont réutilisés en France sur nos stations d'épuration, mais on voit que pour avoir quelque chose qui a un impact, c'est quand même ce qu'on veut faire, hein, ce n'est pas des démonstrations, on a passé cette phase, on a besoin de volume et d'usage régulier. C'est-à-dire que si on n'a pas de volume, si on reste à l'échelle vraiment très locale, ça n'a pas beaucoup d'intérêt d'un point de vue environnemental, on va dire. Donc il faut des volumes et il faut des usages réguliers. C'est-à-dire que beaucoup d'agriculteurs nous disent moi j'ai besoin éventuellement en secours d'avoir besoin de l'eau l'été. Ben non, c'est pas possible. Économiquement, ce n'est pas possible. On ne peut pas investir des centaines, voire des millions d'euros sur un projet pour qu'éventuellement un jour ça serve. Donc il faut qu'on rentre dans un système assurantiel, qu'il y ait sous forme d'abonnement ou sous forme d'autres montages financiers, un usage régulier. Et donc pour ça, on a besoin aussi d'une mixité des usages. C'est-à-dire que si on cherche uniquement des usages internes ou agricoles ou industriels, on a une difficulté aussi pour trouver un incentivé à payer, d'avoir des volumes et de la régularité. Donc il faut que tous ces usages soient divers et se complètent. Ça peut être dans le temps, ça peut être géographiquement, etc. Donc il faut aussi une mixité des usages pour avoir, en tout cas les projets qui ont réussi. Il y a un grand projet dans la Drôme également, très ambitieux. Mais c'est le cas de Jourdain aussi, on en a parlé pour des usages d'eau potable. C'est à l'échelle d'un département, éventuellement, d'une agglomération, comme le fait Douai ou la Cale qui va nous en parler juste après. Il faut vraiment une mixité des usages pour que ça marche. Il faut aussi que la collectivité cible des activités sensibles. Je vous ai dit qu'il fallait, dans le cadre d'une stratégie territoire, déterminer les activités qui ont absolument besoin d'eau, pour lesquelles, entre guillemets, le prix n'est pas un sujet. Évidemment, c'est toujours un sujet, le prix, hein. On ne peut pas payer n'importe quel prix non plus. Mais à partir du moment où on a défini des activités sensibles, c'est ce qu'a fait très bien l'Espagne par rapport à son activité d'agriculture sous serre ou d'activité touristique, c'est identifier quelles sont les activités sensibles pour lesquelles, du coup, il faut absolument le prix de l'eau se regarde au fait de ne pas avoir de l'eau du tout, et du coup, cette activité qui n'a pas de durée localement. Et puis, il faut effectivement définir un phasage dans la durée, c'est-à-dire que il ne s'agit pas de dire je vais faire tout de suite, ça ne marche pas, ni de dire je vais commencer par ça et sans voir l'avenir. Il faut déjà avoir une vision globale, ça rejoint la stratégie de territoire, dans laquelle il dit d'abord je vais faire ça, d'abord le plus facile, le plus simple, les usages internes à la station d'épuration, ensuite les usages qui tournent autour du service d'assainissement comme l'hydrocurage, après tout ce qui est un petit peu plus facile aussi puisque ça dépend de la collectivité, les espaces verts de la commune, éventuellement des activités urbaines, et puis ensuite éventuellement industrielles, ensuite agricoles, mais il faut que ce soit déjà défini à l'avance et que les volumes et l'assentiment à payer soient déjà définis. Parce que beaucoup de gens disent oui, je suis bien sûr d'accord, évidemment je suis pour,
Mais quand il s'agit de payer, ou en tout cas de s'engager sur la durée, là, il n'y a souvent plus personne. Donc c'est très important de s'inscrire là aussi dans la durée pour que ça marche. Et donc pour finir, du coup, le but c'est pas de faire de la publicité, pas du tout, et simplement c'était pour vous dire quels sont les projets qu'on réussit au final, parce que c'est ça qui est important, hein, c'est de réussir le projet et des projets qui ont un impact. C'est qu'au vu de ce que je vous ai dit, c'est important d'être accompagné. C'est-à-dire que quand on démarre une démarche, notamment quand on ne s'y connaît pas, c'est important enfin en tout cas moi je vous préconise de vous faire accompagner par des gens qui ont déjà cette expérience-là, parce qu'il y a plein de fausses trappes, il y a plein d'idées, fausses bonnes idées, on va dire. Par exemple, on peut citer le fait de communiquer dès le début, notamment avec les riverains. C'est des choses sur lesquelles, sur les premiers dossiers, nous, on n'a pas forcément pensé, et du coup, on s'est pris après des refus catégoriques associatifs ou autres, qui fait que les projets ont capoté. Donc, il y a un certain nombre de méthodologies à mettre en place pour s'assurer qu'un projet marche. Et même d'ailleurs, parfois, quand on le fait, c'est pas si simple que ça. Donc, faites-vous accompagner par Merlin, enfin il y a pas mal d'acteurs, en tout cas des personnes qui ont de l'expérience. En l'occurrence, nous on en a, et vous pourrez en sortant du stand vous montrer un petit peu ce qu'on fait, notamment avec la Riot Box. Mais la technique, il ne faut pas croire que la technique fait tout. La technique, c'est entre guillemets ce qu'il y a de plus simple. Ouais. C'est vraiment l'accompagnement administratif, l'accompagnement de la gestion de projet qui est le plus important. Et la deuxième chose, c'est un petit peu la conclusion sur laquelle on arrive, nous, en 2023, c'est qu'on a vu que la réglementation, au début, était très contraignante, et puis, en fait, elle s'est, entre guillemets, elle s'est pas relâchée, mais elle a mis le bénéfice de l'analyse du risque à faire auprès du demandeur. Donc, on a dit que on a pensé que ça allait être plus simple. En réalité, pas du tout, puisque les administrations, au contraire, suivant l'expérience qu'ils ont, l'appréhension qu'ils ont du sujet, on n'a pas du tout le même retour entre le sud de la France et le nord de la France aujourd'hui, par exemple, ou même la Vendée avec le projet Vendéo qui autorise des choses qui ne seraient pas forcément autorisées ailleurs. Eh bien, aujourd'hui, compte tenu du fait qu'il faut des volumes, des usages réguliers, de la mixité des usages et une stratégie territoire, on n'est pas rentré dans le détail de la réglementation, mais on a vu qu'il y avait plusieurs qualités d'eau avec des possibilités de barrières, barrière 1, barrière 2, etc. De fait, aujourd'hui, on se rend compte que les projets qui aboutissent, c'est ceux qui visent tout de suite la meilleure qualité. Et effectivement, le cabinet Merlin en a parlé tout à l'heure. La qualité, aujourd'hui, la meilleure, c'est la qualité A. Il n'y a pas forcément besoin de la qualité A, notamment pour des usages agricoles, sauf si c'est évidemment de la culture maraîchère et des légumes crus. Mais nous, aujourd'hui, c'est ce qu'on préconise, c'est de la qualité A, voire B, en fonction des usages. Parce que, encore une fois, le traitement, de toute façon, ce n'est pas ce qui coûte le plus cher. Pour vous donner un ordre d'idée, le projet de Narbonne, irrigation en goutte à goutte de la vigne, la partie traitement, c'était 100 000 € dans un projet de plus de 2 millions d'euros, puisque ce qui coûte cher, c'est souvent de tirer les canalisations jusqu'aux différents usagers. Donc, ne lésinons pas sur le traitement. Et effectivement, la DRU, quelque part, la nouvelle réglementation en termes d'assainissement va nous obliger à faire des stations d'épuration de plus en plus poussées. Donc, de toute façon, peut-être qu'un jour, le RIOUT ne sera plus un traitement tertiaire, mais ce sera simplement un traitement classique intégré dans nos stations d'épuration qui vont nécessiter d'améliorer la qualité des rejets, notamment en MES ou en micropolluants. Donc peut-être qu'un jour, dans 10-15 ans, ce sera de toute façon naturel et limite en sortie de station d'épuration, on pourra faire des RIOUT directement sous réserve de réserver un débit d'étiage pour la rivière. Mais donc, mon conseil aujourd'hui, c'est de ne lésinez pas sur la qualité d'eau si on veut pouvoir répondre à ces différents usages. Voilà. Et la question de la qualité pose peut-être aussi ce qu'on n'a pas encore trop évoqué et sur lequel on pourra revenir, celle de l'acceptabilité. Hein, parce que si derrière, il n'y a pas des gens qui sont prêts à miser dessus et à consommer et à utiliser, avec l'argument de la qualité, peut-être qu'on peut convaincre aussi. Tout à fait. Alors, le côté un petit peu incroyable du sujet, c'est qu'aujourd'hui, on arrose avec de l'eau de rivière ou de l'eau de pluie dont la qualité est nettement moins bonne que le RIOUT, y compris si ce n'est pas de la qualité A, sans que ça pose aucun problème pour personne. Et par contre, dès qu'on dit la RIOUT, eh ben là, par contre, attention. En gros, plus c'est maîtrisé, plus on nous demande de contrôle, plus on nous demande de certitude. Là, c'est un petit peu aberrant. Mais c'est normal, puisque en France, on n'a pas encore cette habitude-là. Encore une fois, ça va venir. En Italie, en Espagne, ils ont passé outre. Et c'est l'importance d'avoir la collectivité qui se prend le projet, des personnes compétentes qui exploitent ce sujet, que ce ne soit pas n'importe qui le fasse.
et de rassurer avec des bons arguments, qui ne sont pas forcément des arguments rationnels d'ailleurs parfois, mais qui, encore une fois, c'est une question de sensibilisation. Et à terme, on va y arriver, c'est sûr, hein, mais peut-être pas pour 2030 comme le demande le plan du gouvernement. En tout cas, c'est ambitieux dans un délai aussi court, mais en tout cas, on va y arriver. Il y a déjà pas mal de projets qui ont réussi. Ok, donc les 1000 projets 2030, peut-être pas. Merci beaucoup. Il y a aussi la force de l'exemple, comme vous l'avez dit. Des exemples qui marchent, ça peut aussi tâcher de convaincre les autres. Merci pour cette intervention. Gaëtan Boyer, on va aller voir ce qui est fait du côté de la CAL, la communauté d'agglomération Lens-Liévin, au sujet des zones non conventionnelles. Vous aussi, vous travaillez, vous menez des actions en faveur des zones non conventionnelles. Oui. Allez-y, normalement, c'est là-bas qu'il règle tout. Oui. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous présenter comment on fonctionne à la communauté d'agglomération de Lens-Liévin. En particulier, non pas sur la réutilisation d'eaux usées traitées, peut-être le micro, pardon. Voilà. Mais de manière un peu plus globale sur l'utilisation d'eau non conventionnelle, dont fait partie, bien entendu, la réutilisation d'eau usée traitée. Alors, très rapidement, la CAL et ses enjeux, vous expliquez quelle est notre démarche globale par rapport à ces enjeux d'utilisation non conventionnelle, la réflexion globale que nous menons, nous, à l'échelle des petits et grands cycles de l'eau, et quelques exemples de réalisation, et on terminera par la réutilisation d'eau usée traitée. Donc, la communauté d'agglomération de Lens-Liévin, c'est quoi ? C'est 36 communes, 250 000 habitants, un passé industriel fort qui nous oblige aujourd'hui à innover, à se réinventer, à voir le territoire autrement. De nombreux sites de production, mais une qualité dégradée, une qualité de l'eau dégradée, notamment sur le paramètre nitrate. Voilà, donc on a un territoire avec ce passé industriel qui fait qu'on a énormément de sites de production d'eau potable, 4 stations de traitement, 3 lagunes, et donc un territoire qui est totalement concerné par les enjeux en matière de ressources et de masse d'eau. Donc, en matière d'enjeux sur l'aspect qualitatif et quantitatif, on a aujourd'hui un fonctionnement un peu particulier avec une gestion dynamique de la ressource en fonction de la disponibilité et de la qualité des sites de production et un schéma directeur qui vient sécuriser quantitativement et qualitativement le territoire. Alors vous vous posez peut-être la question de pourquoi je vous parle d'eau potable. C'est parce que, en fait, sur le territoire de la CAL, on a une direction eau et réseau. J'ai volontairement barré le X parce que nous gérons de l'eau de manière générale et on exerce du coup toutes les compétences des petits et grands cycles de l'eau possibles pour un EPCI, à savoir donc la distribution d'eau potable, la production d'eau potable, les eaux usées, la GEMAPI, le ruissellement agricole et l'érosion des sols, avec une particularité, c'est que au niveau de la CAL, on n'a pas un service eau, un service assainissement. On fonctionne de manière tout à fait transversale où on a des agents qui peuvent très bien travailler sur des sujets de préservation de la ressource en eau, de contrat d'action pour la ressource en eau, et en parallèle travailler sur des questions de gestion de cours d'eau. Donc on a cette vision globale à l'échelle de la collectivité qui nous permet aussi de réfléchir autrement sur l'ensemble de nos projets. Alors un rappel sur les objectifs du SDAGE qui nous a conduit aussi à avoir cette organisation, c'est l'amélioration des masses d'eau, sans distinction de compétences. Donc sur une opération de déconnexion des eaux pluviales, par exemple, ça peut concerner différentes compétences. La gestion des eaux pluviales urbaines, la collecte et le traitement des eaux usées, la gestion des cours d'eau et la production d'eau potable. Alors quelques exemples de réalisation. On a aujourd'hui sur le territoire de la CAL des contraintes fortes en matière de conformité de nos systèmes d'assainissement, qui fait qu'on a lancé un vaste programme de déconnexion des eaux pluviales, donc à peu près une quinzaine d'opérations, donc certaines qui concernent directement la conformité de nos systèmes d'assainissement et d'autres qui sont liées à des opportunités. Simplement, par exemple, une commune a choisi de faire des travaux de voirie, eh bien, on s'associe à la commune pour pouvoir mettre en place des dispositifs de connexion. Et réfléchir aussi, c'est l'exemple que je vous montrerai tout à l'heure, à comment une opération de déconnexion peut permettre l'apport de nouvelles ressources. Avec ces nouvelles ressources qui ont une empreinte énergétique quasiment nulle, puisque vous avez l'opération de déconnexion, mais aussi la possibilité d'avoir de l'eau de pluie directement disponible.
On a des opportunités aussi opérationnelles, hein, parce que cette eau disponible, faut qu'elle puisse servir, avoir un usage identifié. Et dernier point, en tout cas au niveau de la communauté d'agglomération de Lens-Liévin, on a un objectif qui est de devoir oser innover. Parce que j'y viendrai tout à l'heure sur les unités de réutilisation d'eaux usées traitées, et comme l'a dit monsieur tout à l'heure, si on réfléchit strictement d'un point de vue financier, ce ne sont pas forcément des opérations rentables, entre guillemets. Mais je pense que c'est notre devoir en tant que collectivité territoriale d'oser impulser des dynamiques et de devoir oser mettre en place de nouvelles choses. Alors voilà, un premier exemple qui vient tout juste de se terminer. Donc on a eu l'opportunité, dans le cadre d'une opération de déconnexion, d'avoir les locaux des services techniques d'une commune. Et on a choisi en fait d'y adosser en fait une cuve de stockage. De ce fait, on a aujourd'hui donc cette cuve qui se remplit en priorité quand les ouvrages de gestion des eaux pluviales acheminent cette eau pluviale, donc de remplir cette cuve de 20 mètres cubes, disponible pour les bâtiments des services techniques d'une commune. Et une fois que cette cuve est remplie, en fait, les ouvrages d'infiltration jouent leur rôle normaux, d'infiltrer les eaux pluviales au niveau du sous-sol. Donc une cuve béton de 20 mètres cubes, sans groupe de pompage et à la charge du demandeur. Je m'explique, c'est que nous on met à disposition la ressource et après charge au demandeur de mettre les équipements de pompage, en particulier la commune. Et ça rejoint une thématique qui a été évoquée tout à l'heure sur qui dépose le dossier d'autorisation. Donc là, en l'occurrence, ça sera la commune. Donc une opération qui a un coût de 25 000 €, qui est subventionnée aujourd'hui à 50% par l'agence de l'eau Artois-Picardie. Ça fonctionne déjà? Ça vient de se terminer. D'accord. Donc ça se met en place. Mise en service dans les prochaines semaines. Ouais. Alors maintenant, je vais vous parler donc des unités de réutilisation d'eaux usées traitées. On a sur le territoire de la Cale donc 2 unités qui sont opérationnelles, pour lesquelles les dossiers administratifs ont été déposés et validés. Alors pour qui et pourquoi? On a cette vision globale à l'échelle de la Cale, non pas de subir un manque d'eau, mais d'anticiper le plus possible à travers des innovations comme peut l'être les unités de réutilisation d'eaux usées traitées. On a voulu commencer petit, c'est-à-dire que les 2 unités présentes produisent environ 10 mètres cubes heure. Donc c'est rien par rapport au débit des stations. Et pourquoi faire dans un premier temps? Parce que c'était tout nouveau sur la région. Je pense qu'il y a très peu de projets de réutilisation d'eaux usées traitées sur la région. On a subi un peu les difficultés, notamment administratives, par rapport au dépôt du dossier. Donc on a voulu commencer petit et peut-être que par la suite, on va avoir d'autres projets de plus grande ampleur. Alors pourquoi faire? Aujourd'hui, le dossier tel qu'il a été posé et notre vision à nous, c'est uniquement une utilisation pour les camions hydrocureurs de l'exploitant. Voilà, donc vous avez en photo un schéma un peu de l'unité telle qu'elle existe aujourd'hui sur la Cale. Alors, comment se sont faits les choix des sites d'implantation de ces unités? Le premier, c'est sur une station de traitement des eaux usées, la plus grosse de la communauté d'agglomération, qui dispose donc d'une borne de puisage pour les camions hydrocureurs. Et la seconde a été disposée sur une autre station de traitement des eaux usées, sur laquelle on a une borne, une aire de dépotage qui permet donc aux camions hydrocureurs de l'exploitant, mais aussi des entreprises qui viennent sur place, donc d'une part de dépoter les produits de curage et d'autre part de venir remplir les camions en eau usée traitée. Où et comment? Bon, j'ai anticipé. Donc sur nos 2 stations d'épuration. Là, vous avez une photo de la station de traitement des eaux usées de Loison, qui est aujourd'hui un peu une vitrine pour notre collectivité, sur lequel, là notamment, donc, on a une aire, un champ de panneaux photovoltaïques, avec une station sur laquelle on a voulu être exemplaire en matière de
de consommation énergétique. Ouais. Alors le principe, il est finalement assez simple. Hein. On a une station normale qui traite les eaux usées et un bypass est posé au niveau du canal de comptage et permet de venir prendre une partie de cette eau pour ensuite la mettre à disposition des camions hydrocureurs. Donc l'effluent secondaire, le principe il est simple. L'effluent secondaire en sortie de station d'épuration doit subir un traitement complémentaire pour être valorisé. Parce que comme l'a dit monsieur tout à l'heure, on a aussi fait le choix d'une eau de classe A qui nous permettra à terme de pouvoir utiliser cette eau pour d'autres usages et notamment pour mettre à disposition des communes et arroser les espaces verts des communes. Donc ces eaux doivent être suffisamment filtrées pour en éliminer les matières en suspension, pouvant boucher la pompe et la buse haute pression du camion hydrocureur. Les eaux usées doivent être également désinfectées afin de limiter notamment le risque de contamination par des bioaérosols des personnels lors d'une utilisation sous pression. Donc concrètement, en termes d'équipement, hein, notre station, nos deux ouvrages sont dimensionnés de la manière suivante. Donc, je vous l'ai dit, une eau de classe A à un débit de 10 m3, équipée d'un poste de relevage, un filtre à sable, un réacteur bio-UV, une cuve d'eau traitée de 5 m3, hein, ce qui fait que on a tout le temps de disponible de l'eau, hein, dès lors qu'il y a un camion qui vient de servir, et un groupe de surpression qui dessert une borne monétique, comme on peut avoir un peu partout sur nos territoires. Donc l'objectif, c'est que le filtre permette de retenir les matières en suspension, et l'ultraviolet et la chloration permettent d'assurer la désinfection et la rémanence au niveau du stockage de cette eau. Au niveau de la mise en service, donc les objectifs, c'est une utilisation par les camions hydrocureurs du service public d'assainissement, puis une mise à disposition par les communes. En termes de coûts, parce que je pense que ça intéresse beaucoup de personnes, on est autour de 300 000 euros sur ces deux projets, avec un volume produit de 50 000 m3 par an. Donc on voit que le coût de cette eau est assez élevé. Hein. Alors quand je parle de volume produit, c'est volume produit maximal, ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, si la réflexion qui est faite à travers les collectivités est strictement financière, les opérations ne sont pas forcément très intéressantes. On essaie aussi, nous, de voir un peu plus loin, parce qu'effectivement, hein, comme le rappelaient mes collègues, la France est en retard, hein, sur ces thématiques-là. Donc nous, l'objectif, c'est bien de commencer par petit pour ensuite avoir des dossiers de plus grande ampleur. Et puis, donc, dernier point, le dossier d'autorisation d'utilisation d'eau usée traitée pour l'hydrocurage, donc, qui a été déposé, hein, par mes équipes, qui a fait l'objet de nombreux échanges et le dépôt d'un dossier assez conséquent. Hein. On a été accompagné par un bureau d'études. C'est un dossier qui a coûté pour la collectivité plus de 10 000 euros, pour donner un ordre de grandeur, à intégrer aussi dans le choix de la réflexion. Donc, effectivement, quand on met toutes ces sommes bout à bout, ce sont des opérations qui coûtent cher. Donc en conclusion, l'utilisation d'eau non conventionnelle et les unités de réutilisation d'eau usée traitée, ce sont des démarches vertueuses qui nécessitent une vision transversale des politiques de l'eau, qui ont un coût financier certes, mais indispensable pour développer des projets de plus grande ampleur et aussi pour assurer la pérennité de nos services d'eau, d'assainissement, mais aussi nos projets de développement pour nos territoires, et indispensable pour leur acceptabilité et leur mise en service. Merci beaucoup. Et comme vous l'avez dit, je pense que les données techniques et les données de coûts très précises ont intéressé l'auditoire, parce que c'est bien d'avoir les grandes lignes, mais aussi parfois on a besoin de voir concrètement. Sébastien Vanois, on va aller vers vous du côté du Dunkerquois. Merci de votre patience à nos côtés. Vous aussi, vous avez des projets de réutilisation des eaux usées traitées, mais plutôt dans le domaine industriel. Vous allez nous expliquer ça. Oui, effectivement. Donc, on voulait vous présenter un sujet qui vient finalement compléter ce qui a été présenté juste à l'instant, précédemment, qui est le sujet de l'économie circulaire de l'eau, donc qui vient compléter le sujet de la reuse. On est également sur un usage d'une ressource d'eau alternative.
Une présentation très rapide de la structure que je représente, donc le syndicat de l'eau du Dunkerquois, donc un ancien syndicat qui date des années 60, qui assure les compétences eau potable, eau industrielle, je vais y revenir, la DECI et l'assainissement. Point particulier du fonctionnement de cette structure, on utilise 2 ressources pour 2 usages distincts en matière d'eau, donc la ressource d'eau potable et la ressource d'eau industrielle. Donc quelques chiffres pour illustrer ça, à la fois sur l'eau potable et sur l'eau industrielle. Donc une gestion intégrée de la ressource en eau qui est une préoccupation de longue date sur l'agglomération dunkerquoise, puisque dès le début des années 70 et de manière visionnaire, il y a eu la création d'un service et d'un réseau d'eau industrielle qui est complètement déconnecté et distinct du service d'eau potable. Puisque l'eau potable vient chercher sa ressource, c'est l'eau du champ captant de Houlmoul, voilà, donc une eau souterraine, tandis que l'eau industrielle est une eau de surface qui est prélevée dans une rivière canalisée, et rivière qui sert essentiellement à évacuer l'eau continentale en période hivernale. Donc ce sont des eaux qui sont récupérées pour alimenter des process industriels, et je vais y revenir un petit peu plus loin. Également sur l'eau potable, une construction d'une unité de réalimentation qui a vu le jour dans les années 1979, qui vient effectivement appuyer la ressource eau potable et donc alimenter artificiellement la nappe phréatique. Donc, ce qui nous concerne, c'est effectivement le service de l'eau industrielle, puisque le territoire dunkerquois est connu pour être un territoire riche en industrie. Qui d'ailleurs vit encore aujourd'hui et vivra demain une véritable révolution industrielle, puisque de nombreuses activités sont ciblées sur le territoire, notamment la batterie électrique, donc pour toutes les constructions automobiles, et également une production en masse d'hydrogène vert. Donc l'eau industrielle, comme je l'ai dit, c'est un service dédié, donc 19 millions de mètres cubes qui sont produits et distribués à 15 industriels. C'est le 2e plus gros service public d'eau industrielle en France, derrière Le Havre. Il y a également Marseille, qu'on peut citer dans les usages de l'eau industrielle. Voilà un petit réseau de 56 km, une autorisation de prélèvement de 30,7 millions de mètres cubes par an. Et je vais y venir à cette autorisation de prélèvement, puisque vous le voyez, on a aujourd'hui une consommation, on va dire, autour de 20 millions de mètres cubes, et à court terme et à moyen terme, des besoins qui sont d'ores et déjà ciblés, identifiés, justement par l'activité soit qui se développe ou des activités nouvelles qui arrivent sur le territoire. Et donc 4 300 000 environ de mètres cubes d'eau par an qui seront nécessaires à court terme, et à moyen terme un peu plus de 3 millions de mètres cubes d'eau nécessaires, ce qui nous arriverait à finalement des usages, des besoins à hauteur de 29,5 millions de mètres cubes. Donc une problématique qu'il faut gérer, puisqu'une autorisation à 30 millions, on va s'en approcher. Et donc une stratégie d'écologie industrielle qui a été envisagée, de savoir effectivement comment on pourrait éventuellement réutiliser des eaux d'une ressource alternative, autre que celle qui est déjà utilisée, pour pouvoir dégager, on va dire, des marges sur cette ressource. Un petit rappel, effectivement, l'eau potable sur les process industriels n'est pas utilisée du tout. On est bien sur tous les process industriels qui sont présents sur le territoire, uniquement sur l'usage de l'eau industrielle. Donc un panel de solutions qui se dégage pour répondre à ces nouveaux besoins, tout en préservant la ressource en eau. Je ne vais pas tous les citer, mais on accompagne les industriels forcément qui sont présents, à venir, en les incitant à maîtriser forcément leur consommation, à réduire leur consommation d'eau, les inciter à la sobriété, et l'utilisation des MTD, des meilleures technologies disponibles pour les différents usages. C'est un axe fort qui a été engagé par le territoire pour justement viser notamment à inciter les entreprises, les industriels à utiliser notamment pour des besoins de refroidissement des technologies qui sont appropriées, qui sont peu utilisatrices d'eau. Et donc une mise en œuvre aussi d'une véritable démarche d'économie circulaire de l'eau, que je vais détailler un petit peu après, de manière à répondre aux besoins et aux usages des industriels. Effectivement, il y a de l'eau présente sur le territoire, il y a des usages, il y a aussi des rejets.
Donc voilà, l'idée c'est de comment on peut regarder ça d'un petit peu plus près pour réutiliser des volumes qui pourraient être réutilisables et qui pourraient intéresser des structures. Une réflexion effectivement sur une structure tarifaire incitative pour effectivement inciter à l'économie circulaire et à la sobriété hydrique. Le développement du reuse, je vais pas vous en parler, ça a été présenté. C'est un axe aussi qui est présent sur le territoire dunkerquois, mais plutôt développé par la communauté urbaine de Dunkerque. Au profit aussi de sites industriels. C'est tout au moins les réflexions qui sont engagées, les études qui sont engagées aujourd'hui. Et réflexion sur le stockage de l'eau en hiver, puisque, comme on le disait, le rivière canalisée dans laquelle on vient pomper l'eau industrielle est un exutoire vers la mer du Nord pour évacuer ces eaux. Et donc, pourquoi pas, effectivement, étudier un stockage de cette eau, puisqu'on évacue plusieurs dizaines de millions de mètres cubes d'eau. Les chiffres qui concernent l'hiver dernier, si je ne me trompe pas, c'est environ 200 millions de mètres cubes d'eau évacués à la mer du Nord, des eaux continentales. Là où on est en règle générale en moyenne à 80-90 millions de mètres cubes, on voit que l'hiver a été bien arrosé. Donc une première action très significative, très emblématique de l'économie circulaire de l'eau développée sur le territoire, c'est la toile de l'eau industrielle. Alors effectivement, peut-être un peu de mal à identifier ce que c'est, mais je vous invite à aller voir sur le site de l'agence d'urbanisme de Dunkerque, avec qui on a collaboré pour créer cette toile. Donc l'idée, c'était de mettre de créer donc une représentation graphique, schématique des usages de l'eau, des gros usages, des principaux usages de l'eau, du territoire. Donc apparaissent sur cette toile les industriels consommateurs d'eau et rejeteurs d'eau. Et donc les synergies, d'avoir déjà une première vue sur des synergies possibles, des échanges d'eau possibles entre ces différents sites industriels. Donc c'est un outil qui est innovant, qui est prospectif, qui est largement identifié aujourd'hui au niveau national et même au-delà. Et je vais citer, on a plaisir à le citer, puisque cette toile a été présentée à l'ONU, donc à New York, lors de la conférence de l'eau l'année dernière. Donc c'est un exemple en la matière. Effectivement, et donc qui peut être aussi déployé sur d'autres territoires avec des usages industriels ou pas industriels d'ailleurs. Voilà, donc l'objectif de l'économie circulaire de l'eau, c'était d'identifier des synergies possibles. C'est toujours d'identifier des synergies possibles entre différents sites industriels ou industriels, avec une possibilité de réinjection au réseau d'industriels. L'idée, c'est qu'effectivement, le rejet d'un industriel A peut-être profiter en tant que ressource à un industriel B. Si effectivement il y a des compatibilités forcément en termes de qualité et de volume, de quantité. Donc voilà, c'est qu'effectivement ce rejet d'industriel peut constituer une nouvelle ressource, donc une ressource d'eau alternative. Donc une étude a été engagée, multicritères, sur le flux, sur la qualité, sur les volumes, sur la situation, et un travail forcément de longue haleine avec les industriels concernés. 42 sites industriels ont été étudiés. Et une identification des scénarios qui présentent des solutions viables. Bien entendu, tout ça est accompagné d'une étude technico-économique, une analyse réglementaire. Forcément, j'aurais dû commencer par là, puisqu'il faut savoir si ça c'est envisageable et si les projets sont viables, bien entendu, sur un plan législatif, et une étude de faisabilité. J'ai passé trop vite. Voilà. Donc le bilan qui a été de cette étude réalisée en 2023, c'est 10 synergies intersites, interindustrielles qui sont priorisées, et donc 6 qui sont d'ores et déjà consolidées, qui pourraient voir le jour, et 9 possibilités de réinjection envisagées, dont 3 consolidées. Donc un potentiel de réutilisation suivant les actions qui pourraient être portées et menées à bien, c'est entre 600 000 m3 et 3 millions de mètres cubes d'eau économisée. Donc réutilisée et donc économisée. C'est une démarche qui s'inscrit dans la durée. On est dans concrétisation de mise en œuvre des synergies qui ont été retenues. Donc, c'est un axe qu'on travaille aujourd'hui. Et une poursuite, une intensification des études et expertises. Recherche aussi d'autres synergies, puisque, comme je vous l'indiquais, le territoire verra l'arrivée d'autres industriels, d'autres sites industriels. Donc, c'est bien entendu aussi ce travail qui doit être mené avec les futurs occupants. Et bien entendu, tout ça doit être accompagné d'une adhésion forte des industriels à la démarche. Ils sont incités plus que jamais à économiser de l'eau. Donc il faut effectivement qu'ils apportent leur pierre à l'édifice, et qu'ils soient aussi acteurs de cette démarche. Et donc accompagnement des futurs industriels, effectivement, dans la démarche de l'économie circulaire de l'eau.
voilà, une représentation, j'ai envie de dire, géographique de ce qui pourrait être, espérons-le, arriver sur le territoire, donc avec des petits rectangles qui représentent des sites industriels et des synergies qui sont possibles. Voilà, donc là plutôt intersites. Hein, donc le rejet d'un site industriel peut effectivement servir de ressources à un autre site industriel. Et tout ça se traduit à un moment donné par l'élaboration d'un schéma fonctionnel, hein, donc avec des installations des équipements qui existent déjà et qui doivent être complétés éventuellement sur le site qui vient délivrer son eau, et également des investissements, des infrastructures à mener sur le site receveur. Tout ça pour qu'effectivement il y ait des compatibilités entre, comme je le disais tout à l'heure, la qualité et les volumes de l'eau de l'un et de l'autre. Donc ce sont des schémas qui sont développés pour chaque synergie. Donc bien entendu, il faut identifier les leviers et les freins techniques liés à la mise en œuvre de ces synergies. Il faut bien entendu chiffrer la solution retenue, puisque la viabilité aussi de ce projet passe par forcément une étude économique et une validation économique du projet. Et identification effectivement éventuellement de sources de financement qui pourraient aider à la concrétisation de ces solutions. Une ici qui a été chiffrée qui correspond effectivement à une solution qui va être mise en œuvre d'ici 1 ou 2 années sur le territoire. Un état des lieux de la réglementation, je l'ai évoqué tout à l'heure, encadrant la réutilisation des eaux usées traitées, mais plutôt focus du coup industriel, et l'évaluation des modèles de montage projet envisageables, voilà, puisqu'il y a différentes solutions effectivement de mener à bien ces montages. Voilà, merci de votre attention. Je suis allé un peu vite, mais n'hésitez pas, je suis disponible pour répondre à vos questions. Merci beaucoup. Effectivement, le temps nous contraint un peu, plus on est sur scène, mais chacun pourra revenir. Et puis le salon et les échanges se poursuivent en marge de nos conférences. Merci beaucoup. Vous avez parlé de réindustrialisation. Ce n'est pas que dans votre territoire, hein. Il y a des objectifs nationaux, des ambitions. Donc la question va se poser de ces synergies un peu partout. Et vous impulsez la chose. Je vous propose qu'on prenne quelques questions du public. Il nous reste un petit peu de temps et puis après, nous aussi, on peut encore, et je suis certaine que nos intervenants ont de quoi débattre, mais est-ce qu'il y a des questions dans le public? Oui, monsieur, un micro arrive vers vous. Bonjour, David Blangis, j'ai 2 questions. Alors une, on l'a évoqué très rapidement, c'est l'eau de pluie. La réutilisation de l'eau de pluie, la France a lâché une bombe l'année dernière, vous l'avez mis dans votre transparent. Où apparemment on interdit la réutilisation dans l'habitat. Il y a une modification. Alors votre question porte sur où on en est de la réglementation pour l'eau de pluie. Est-ce que quelqu'un a la réponse? Voilà. On va en mettre en tête votre deuxième question. Et deuxième question, donc la réutilisation, on en a parlé énormément sur les grosses stations. Moi je voulais poser la question totalement inverse. Qu'en est-il sur la réutilisation au niveau de l'ANC, donc les installations plutôt individuelles, où on sait là aussi que les contraintes sont très fortes. Merci. Alors, la première question, est-ce que quelqu'un peut apporter une réponse sur la réglementation de la réutilisation des eaux de pluie? Elisabeth Barbry, vous aviez pas mal d'éléments sur la réglementation. Est-ce que vous avez des éléments de réponse là-dessus? Ça fonctionne, oui. Alors là, je vous ai présenté effectivement quelque chose d'assez général, donc je n'ai pas la réponse là en tête tout de suite. Que j'ai pas l'expertise moi personnellement. Maintenant, je vous invite à nous rejoindre sur mon stand et je serai à même de vous répondre en prenant l'appui auprès de mes collègues. Je ne sais pas si d'autres personnes ont une question réponse piège. Monsieur Gambi, allez-y, le micro va se monter tout seul. Oui, c'est possible pour des usages uniquement des toilettes en fait. Et ça rejoint votre deuxième question par rapport à l'ANC. La terreur en fait de l'ARS par rapport à la réutilisation de l'eau, c'est que on s'en aperçoit tous quand on gère des assainissements non collectifs ou des
disconnexions de réseau ou des branchements d'assainissement, c'est que même quand c'est bien fait au début, les gens changent, il y a des mutations, ceux qui arrivent sont peut-être moins sensibles au sujet que ceux qui ont construit le sujet au départ de l'installation, et donc il peut y avoir un risque de pollution de l'eau, voire des risques sanitaires. Donc sur l'eau de pluie, aujourd'hui, pour l'instant, c'est uniquement l'usage de toilettes, à condition qu'il y ait une disconnexion totale entre l'eau potable et le reste enfin l'eau récupérée, que ce soit des toitures. En tout cas, il vaut mieux que ce soit les toitures que les sols. Hein. Pour l'ANC, pour l'instant, quand on sait comment est gérée l'ANC aujourd'hui plus ou moins bien et la façon dont les particuliers, malheureusement, savent vraiment comment ça marche et les surveillent de près, on comprend les réticences de l'ARS sur ce sujet. Donc, on peut dire qu'on sait qu'il y en a des gens qui le font, hein, sans le dire. Mais aujourd'hui, il n'est pas question, pour l'instant, de réutiliser les eaux de l'ANC pour des usages domestiques, en fait. Donc, il y a à chaque fois, la réglementation, en fait, nécessite, et sans doute liée à l'expérience, justement, sur tous ces sujets, de repasser par le domaine public. Hein. C'est à chaque fois l'eau de tout le monde qui est maîtrisée par la collectivité en termes de qualité, qui peut resservir à d'autres. Les cycles courts, la difficulté, c'est qu'il y a toujours un risque sur la qualité, notamment à terme, en fait. Hein. Au moment du stockage, peut-être, notamment. Du stockage, d'une part, aussi. Et puis, c'est aussi, par exemple, l'eau de pluie, elle n'est clairement pas si propre que ça. Hein. C'est pour ça qu'il n'est pas recommandé d'utiliser l'eau de pluie pour les piscines non plus. Hein. En tout cas, sans mettre de filtre. Voilà. L'eau de pluie, d'un point de vue bactériologique, il y a les oiseaux, il y a tout ce qui est dans l'air, hein, qui est pas propre non plus, et qui fait que ça s'écoule. Et donc, l'eau de pluie n'est pas si bonne que ça. L'eau non collectif, assainissement non collectif, n'est pas si propre que ça. Donc, il y a toujours un vrai risque bactériologique, notamment de mélange de réseaux, d'où toutes les réticences de l'administration, à mon avis, à juste titre. Oui, un verrou sanitaire justifié. Voilà. D'autant que c'est pas le plus gros. Alors certes, on pourrait dire si chacun s'occupe de son eau, c'est pas plus mal, ça évite des dépenses inutiles. Sauf qu'en réalité, c'est pas le plus gros du gisement. Donc déjà, peut-être commençons par les plus gros. C'est pour répondre à votre question. Oui, aujourd'hui, dans ce principe-là, on s'occupe d'abord plutôt des grosses stations d'épuration, notamment pour des questions d'étiage, parce que le problème des petites stations d'épuration, c'est que elles rejettent dans des fossés, dans des ruisseaux, dans la station d'épuration, et en tout cas en l'été, le plus gros du débit d'étiage, quoi. Voilà pour la réponse sur les petites installations. Et de toute façon, on comprend bien qu'il faudra que ça repasse par le domaine public pour des contrôles de qualité et puis pour cette idée que l'eau est gérée de manière commune. Est-ce qu'il y a d'autres questions du public? On peut encore en prendre, n'hésitez pas. Vous avez été parfaitement complet. Moi, je voudrais synthétiser. On l'a vu, il y a des actions concrètes, des avancées plus ou moins avancées, des études de faisabilité, mais on a l'impression qu'en France, ça reste encore un petit peu à la marge, comme vous l'avez dit. Le côté technique, on sait faire, vous l'avez dit aussi, c'est une question d'approche, de méthode. On devra y venir. Vous vouliez insister là-dessus, Monsieur Gambi. Je crois que vous aviez une carte à nous montrer. On devra y venir de toute façon. C'est le message que tous vous voulez passer. Vous avez parlé, vous aussi, d'oser. C'est le rôle de l'activité, de la collectivité. C'est le message final, on devra y venir? Alors, quand on fait des projections de changement climatique à l'horizon 2050, effectivement, il y a une carte, je ne sais pas si elle peut apparaître à l'écran. Elle va apparaître, je pense que Caroline va nous la... Voilà, elle est là. Voilà. Je vous ai mis une carte. Alors, on a mis sous forme d'une carte représentative de données publiques qui viennent du GIEC avec sa déclinaison française, de la projection à l'horizon. Alors, au début, c'était 2070, maintenant on parle de 2050, voire même avant, d'une projection du débit des rivières compte tenu des changements climatiques. Alors ici, un exemple, c'était pour histoire de ne pas être au milieu de la carte, mais on voit les débits d'étiage des différentes rivières à l'horizon 2045-2065, avec plusieurs hypothèses, le débit moyen, l'hypothèse optimiste et l'hypothèse pessimiste, suivant les hypothèses du GIEC. Malheureusement, aujourd'hui, on est sur des hypothèses plus pessimistes que les hypothèses pessimistes. Et donc, on voit, par exemple, qu'on est entre 40 et 70% de baisse du débit d'étiage des rivières, et idem sur les forages, les nappes phréatiques. Alors, ce n'est pas qu'il va pleuvoir moins, c'est simplement qu'il va pleuvoir moins régulièrement, c'est-à-dire qu'il va pleuvoir beaucoup plus, on l'a vu cet été, notamment dans le secteur, beaucoup plus l'hiver et beaucoup moins l'été, et donc il va falloir tenir les périodes sèches. Et donc, les débits d'étiage risquent de baisser fortement, et donc c'est une donnée qu'il va falloir intégrer dans les projets de RIOUT, justement, pour le dimensionnement
de la question de la capacité d'eau qu'on va pouvoir utiliser des stations d'épuration pour une projection de reuse à terme. Et ça, c'est quelque chose que, et c'est normal, les administrations regardent de très près pour nous donner notamment les autorisations. Donc, on va être obligé d'y venir parce que de toute façon, il y a de moins en moins d'eau, en tout cas à certains moments de l'année. Et ce qu'il ne faut pas croire qu'on est spécialement à l'abri en France et même dans le Nord. Il va falloir effectivement avoir une réflexion globale sur tous les sujets pour avoir de l'eau alternative qui, encore une fois, n'est pas une autorisation de dépenser ou de gaspiller. Merci beaucoup, Monsieur Kinch. Je vous voyais approuver. Vous aussi, vous pensez que voilà, il va falloir faire sauter certains verrous et se tourner nécessairement vers cette technologie. Disons, oui, on a une trajectoire qui est plutôt pessimiste. Heureusement, ici, dans les Hauts-de-France, on n'a pas encore le couteau sous la gorge, donc on a encore un peu de temps devant nous pour justement, comme je disais, pour planifier et planifier sereinement, on va dire, les solutions de réutilisation. Après, comme on a pu voir justement, les collègues de la CAL ont déjà commencé à mettre en place de petites solutions en vue déjà de tester petit pour ensuite élargir. C'est nous de notre côté, on en est encore au stade à la stade d'étude de faisabilité, mais disons que effectivement c'est un sujet qui va devenir de plus en plus prégnant en fait au fur et à mesure du temps, vu la trajectoire des précipitations qu'on peut voir, quoi. Merci beaucoup, messieurs, dames. Est-ce que quelqu'un voulait rajouter un mot de conclusion ? Le message est le même. Globalement, vous allez dans le même sens. Chacun à son rythme, mais dans le même sens. Merci beaucoup. C'est la fin de cette conférence. Merci pour ces témoignages et ces retours d'expérience utiles pour se lancer. Pardon, je vais y arriver. Pour se lancer intelligemment dans des projets qui puissent être viables sur du long terme, c'est ça quand même l'enjeu. On n'est pas là pour faire seulement de l'expérience. Donc pas de chant de sirène, mais des dossiers bien étudiés et bien menés pour un meilleur impact. Nous nous retrouvons dans une petite demi-heure pour parler eau et agriculture. Merci à vous également pour vos questions. Et à nouveau, la CAL sera présente, évidemment. La CAL, Douaisis Aglo, nos partenaires sont très présents et on les remercie. À tout à l'heure. 3, 2, 1.